Bonjour docteur Héritier, merci de bien vouloir répondre à nos questions sur l'avancée de la recherche sur l'histiocytose langueur-ancienne à laquelle vous contribuez activement. Oui, merci. Alors, donc je suis un hémato-oncopédiatre qui travaille à l'hôpital Trousseau. Donc, ces dernières années, j'ai réalisé une thèse de sciences sur l'histiocytose langueur ancienne. J'ai réalisé à la fois au sein du centre de référence pédiatrique des histiocytoses animé par le docteur Jean Donadieu et à l'EA 4340, qui est une unité de recherche à Ambroise Paré, qui est dirigée par le professeur Jean-François Émile. Donc, j'ai soutenu ma thèse de sciences sur l'histiocytose langueur ancienne récemment et donc travailler pour essayer de comprendre mieux l'histiocytose langueur ancienne. Alors en 2010, une équipe américaine a montré que l'histiocytose langueur ancienne était liée à l'activation de la voie des MAP kinases. Cela a été un tournant pour la recherche. Oui, parce qu'avant 2010, on ne savait pas si l'histiocytose langueur ancienne était une maladie immunoréactive, c'est-à-dire entraînée par un dérèglement du système immunitaire lié à un stimulus quelconque, qui pouvait être un agent infectieux, un vaccin, quelque chose, déréglant ce système immunitaire, ou alors une pathologie néoplasique liée en fait à, comme dans d'autres maladies néoplasiques, une anomalie au niveau d'un gène qui régule la croissance des cellules et la différenciation, la multiplication des cellules, et qui entraîne du coup un dérèglement intrinsèque de ces cellules, entraînant leur dérèglement incontrôlé. Et donc la découverte de l'activation de la voie kinase liée à une mutation somatique, c'est-à-dire une mutation simplement au niveau des cellules pathologiques dans l'histiocytose langueur ancienne, a permis d'orienter cette maladie sur une pathologie néoplasique. Alors attention, nous ne sommes pas dans le cadre d'un cancer, nous sommes dans le cadre d'une pathologie néoplasique, si on peut utiliser ce terme, de type plutôt bénigne, mais en tout cas, ça a permis de mieux comprendre quels étaient les éléments déclenchants et comment cela se déclenchait, du coup lié à l'activation de cette fameuse voie des MAP kinases. Alors juste pour dire qu'est-ce que c'est la voie des MAP kinases, en fait une cellule, pour qu'elle puisse se multiplier, se diviser, tout se passe au niveau du noyau, au niveau de ce qu'on appelle l'ADN, et pour que cet ADN puisse se mettre en mouvement et entraîner la multiplication et l'activation de la cellule, il faut qu'il reçoive un signal d'activation. Et ce signal, il se reçoit au niveau de la membrane de la cellule. Et la voie kinase, c'est justement ce qui va permettre de transmettre le signal de la membrane plasmique de la cellule jusqu'au noyau. Et dans l'activation de la voie kinase, cette mutation de BRAF qui a été découverte permet une activation spontanée de cette voie sans avoir besoin d'un stimulus au niveau du noyau, un facteur déclenchant. Voilà comment la cellule dans l'histiocytose langueur ancienne s'active de façon anormale, et donc vous comprenez que c'est un élément important dans cette compréhension. Alors quelles sont les implications de la découverte de ces mutations Alors quand on comprend quel est le petit maillon déréglé qui fonctionne tout seul sans facteur déclenchant, donc une mutation somatique qui entraîne une protéine anormalement activée, ça permet plusieurs choses. Déjà, ça permet de pouvoir agir dessus. Donc, il y a des traitements qui s'appellent des thérapies ciblées qui ont été développés en oncologie pour cibler justement ces protéines qui entraînent des activations cellulaires. Et donc il se trouve que pour la mutation BRAF, il y a un traitement ciblé qui existe. La deuxième chose, c'est que quand on connaît l'anomalie moléculaire d'une maladie, on peut se demander si est-ce que cette anomalie moléculaire est présente chez tous les patients atteints de cette maladie, ou que chez un certain nombre de ces patients, et si c'est que chez un certain nombre de ces patients, est-ce que ces patients ils vont plutôt évoluer de façon favorable, ou est-ce qu'au contraire ils vont avoir une évolution plus agressive. Et au final, cela permet de stratifier les patients, à savoir est-ce que certains patients, on va leur donner un traitement plus léger, ou d'autres patients, on va leur donner un traitement plus agressif. Et comme on a déjà parlé, dans l'histiocytose langueur ancienne, c'est une maladie très polymorphe, avec une présentation clinique très variable. C'est vrai que ces connaissances moléculaires peuvent être très intéressantes. Et donc cette mutation BRAF, elle est présente chez tous les patients qui ont une histiocytose langueur ancienne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, cette mutation BRAF, son nom complet, c'est BRAF V600E. Et non, elle n'est pas présente chez tous les patients. Nous avons pu montrer que, et d'autres équipes ont montré que cette mutation était présente pour à peu près un peu plus de la moitié des patients atteints d'histiocytose langueur ancienne. Et pour les autres patients,
ces dernières années, et donc durant mon travail de thèse, j'ai contribué à mieux connaître d'autres mutations. On a montré que d'autres protéines étaient retrouvées mutées dans cette voie de MAP kinase, en particulier MAP2K1, et puis même sur BRAF, autre que BRAF600E, nous avons pu mettre en évidence d'autres mutations. Donc, toutes les histiocytoses langerhansiennes ne sont pas mutées BRAF600E, mais l'idée actuelle, c'est de penser que toutes les histiocytoses langerhansiennes ont une mutation sur une protéine de la voie des MAP kinases. Donc, que faire de ce résultat? Donc, on a vu qu'il y a des traitements possibles, et je pense que nous y reviendrons. Également, connaître le statut mutationnel peut contribuer à donner un facteur pronostic supplémentaire, et j'ai pu montrer dans mon travail de thèse que les enfants avec la mutation BRAF600E avaient plus statistiquement une maladie plus sévère, plus résistante au traitement usuel qu'on utilise, qui va être des corticoïdes, et cette mutation était présente pour à peu près tous les cas de nourrissons qui présentent des formes très sévères, qu'on appelle multisystémiques, avec atteinte des organes à risque, qui étaient historiquement des formes qui entraînaient des décès dans cette maladie. Et donc voilà, ces formes-là ont toute la mutation BRAF600. Donc ces découvertes ont ouvert la voie de nouveaux traitements, les inhibiteurs de BRAF dont vous avez commencé à nous parler. Quels sont les résultats observés? Alors, la connaissance que cette mutation était en plus présente chez des patients qui étaient plus résistants aux traitements usuels utilisés par chimiothérapie cytotoxique, et du fait que les traitements qu'on utilisait jusqu'à là pour mettre en rémission ces patients étaient des traitements extrêmement agressifs et toxiques, l'idée est venue d'utiliser un traitement qui ciblait exclusivement le mécanisme qui entraînait l'activation des cellules. Et donc, dans d'autres pathologies qui n'ont rien à voir avec l'histiocytose langerhansienne, qui sont même des pathologies très inquiétantes, comme le mélanome, des traitements ont été développés, puisque dans ces pathologies-là, il y avait aussi la mutation BRAF-V600E. Et donc, des traitements par inhibiteurs de BRAF, tels le vemurafenib ou le dabrafenib, ont montré qu'ils pouvaient inhiber l'activation des cellules qui présentaient la mutation BRAF600E, et ainsi entraîner une régression de la maladie. Dans l'histiocytose langerhansienne, ces dernières années, après que ce traitement a été utilisé dans des pathologies voisines de l'adulte et a montré une efficacité, il y a eu une quarantaine d'enfants traités en Europe par inhibiteur de BRAF, et cela a pu montrer une bonne efficacité sur les formes actives très symptomatiques, en particulier les atteintes multisystémiques avec atteinte des organes à risque du jeune nourrisson, avec un taux de réponse qui était quasiment pour tous les patients qui présentaient cette fameuse mutation BRAF600E. Donc c'est un traitement extrêmement prometteur. Après, les bémols, c'est que pour l'instant nous sommes vraiment au tout début de l'utilisation de ces traitements. On ne sait pas exactement encore quelle dose donner, combien de temps, et sur les premiers éléments, en traitant en courte durée ces patients, alors qu'ils ne présentaient plus du tout de maladies actives sur leur évaluation clinique ou radiologique, à l'arrêt du traitement, quelques mois après, il y avait quand même une récidive de la maladie. Alors, cette récidive est tout à fait contrôlée par à nouveau la reprise de ce traitement, mais on voit que en l'utilisation de ces traitements, on n'en est qu'au début. L'idée donc actuelle, c'est de réfléchir à comment améliorer cette efficacité et comment la rendre pérenne. Il y a d'autres inhibiteurs de cette voie des MAP kinases qui peuvent être utilisés, soit de façon associée, peut-être qu'il y a des combinaisons de traitements qu'on peut évaluer. Donc en tout cas, actuellement, c'est vraiment au sein de la recherche sur l'histiocytose sur un plan international. Nous sommes en collaboration étroite avec nos collègues européens sur ce point-là. Ce sont vraiment des questions essentielles. C'est très encourageant. Est-ce qu'il y a des risques ou des effets secondaires que vous constatez sur ces traitements? Alors ces traitements, il faut savoir que c'est des traitements assez nouveaux, en tout cas dans leur utilisation pédiatrique. Chez l'adulte, les effets secondaires sont bien connus, c'est essentiellement une toxicité cutanée. On surveille bien la peau de ces patients, puisque ça peut entraîner des lésions précancéreuses au niveau cutané. Donc il faut aussi absolument éviter une exposition solaire. Et puis il y a une évaluation, un check-up de routine biologique et électrocardiogramme qui sont réalisés chez ces patients. En tout cas, pour l'instant, globalement, on peut dire que c'est un traitement à court terme qui est bien toléré. Il n'y a pas été observé chez l'enfant de lésions précancéreuses.
Et pour l'instant, donc, le profil de sécurité à court terme est bon. En revanche, sur le long terme et sur les effets à 5-10 ans, l'effet de l'utilisation de ces traitements n'est pas connu. Est-ce que le fruit de la recherche permet aujourd'hui de répondre aux questions sur l'origine de la maladie? Alors, j'ai pas directement contribué à ces études-là, mais des équipes américaines essentiellement étudient cet aspect-là. On comprend comment les maladies, les cellules pathologiques dans l'histiocytose langerhanienne s'activent, et je vous l'ai expliqué. Par contre, quelle est l'origine de ces cellules exactes et comment est arrivée cette mutation BRAF-V600E pour entraîner leur dérèglement, pour l'instant, on ne sait pas. Il faut savoir que cette mutation BRAF-V600E elle existe dans d'autres maladies comme le mélanome, et on ne sait pas exactement comment cette mutation survient. Est-ce que c'est la machinerie de réplication de l'ADN qui fait une erreur qui n'est pas réparée secondairement? C'est bien possible. On sait qu'il y a des enfants qui naissent avec des boutons d'histiocytose langerhanienne, donc cette mutation peut survenir à n'importe quel moment. L'origine de cette cellule anormale, actuellement, n'est pas bien connue. La voie de recherche actuellement, c'est des études sur les murines, sur des souris, qui essayent de faire exprimer cette mutation à des degrés différents de progéniteurs myéloïdes, afin de savoir quelles cellules entraînent la présentation d'histiocytose chez la souris. Vous voyez que c'est des études qui, pour l'instant, sont très préliminaires et pour l'instant, qui n'ont pas abouti en termes de résultats. D'accord. Plus généralement, quels sont à présent les enjeux de la recherche, les prochaines étapes pour vous? Alors tout d'abord, c'est le traitement des patients, en particulier pour les patients qui ne répondent pas au traitement par chimiothérapie cytotoxique quand il y en a besoin, parce que je rappelle que dans un peu moins de la moitié des cas, il n'y a pas besoin de traitement, la maladie s'estompe d'elle-même. Et donc notamment les fameuses thérapies ciblées par inhibiteurs de BRAF ou autres inhibiteurs de la voie des MAP kinase. Pour l'instant, on voit que c'est efficace. Maintenant, comment améliorer leur efficacité? Comment permettre une guérison définitive, définitive, sans récidive de cette maladie? On n'en est pas encore tout à fait à pouvoir définir un schéma précis. Donc nous sommes au centre d'un groupe européen qui vise à mieux définir ces types de traitements et à avancer sur ce plan-là. Donc c'est un premier point important. Le deuxième point, c'est que ces éléments moléculaires, notamment la mutation BRAF-V600E, pourraient présenter un biomarqueur intéressant dans la maladie. Et on sait que par une simple prise de sang, maintenant, on peut détecter cette mutation BRAF-V600E dans ce qu'on appelle l'ADN libre circulant. Sans rentrer trop dans les détails, ça sous-entend que par une simple prise de sang, on peut être capable de déterminer l'activité de la maladie sans avoir besoin de faire un scanner ou des radios. Et donc ça peut aider vraiment le clinicien à savoir si le patient présente une bonne efficacité du traitement. La troisième chose, c'est poursuivre l'étude moléculaire d'histiocytose langerhanienne et mieux comprendre l'impact de ces mutations sur le pronostic des patients. Ainsi, on peut améliorer la stratification des patients. Il faut savoir que dans l'histiocytose langerhanienne, maintenant, le taux de mortalité peut être considéré comme quasiment nul, puisque grâce aux thérapies ciblées et puis à tout ce qu'on a acquis comme données sur les traitements, on sait qu'on peut mettre en rémission globalement tous les patients. Mais un certain nombre de patients présentent des séquelles à long terme. En premier lieu, le diabète insipide, qui est une atteinte de l'hypophyse qui peut survenir dans l'histiocytose langerhanienne. Bon, c'est une atteinte qui est considérée comme définitive, mais il peut être intéressant de voir quel type de patients ont un risque de présenter un diabète insipide pour éventuellement proposer une attitude plus efficace de prévention de ce type d'atteinte. La deuxième atteinte, qui est exceptionnelle, très rare, mais qui par contre donne des séquelles lourdes, c'est des atteintes neurologiques qui vont plutôt atteindre des patients qui ont des maladies récidivantes, multi-organes, qui évoluent sur de nombreuses années. Donc atteintes très rares, qui touchent vraiment moins de 3 à 4% des patients, et pour lequel les traitements pour l'instant ne sont pas très efficaces. Et donc pareil, il sera intéressant de mieux définir quel type de patients vont présenter ces atteintes, pour à la fois mieux les dépister et proposer un traitement le plus précoce possible, qui a le plus de chances possible d'être efficace, et également d'avancer dans la prise en charge de ces patients une fois qu'il y a une atteinte constituée. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Merci.